Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je vais vous expliquer quelque chose. En février 1949, nous nous sommes assis autour d'une table avec les Israéliens. Un représentant des Nations Unies était présent et nous nous sommes mis d'accord sur un armistice. Vous savez tout des accords de paix de 1949. Que s'est-il passé ensuite ? Les Israéliens ont refusé de mettre en œuvre ces accords. Ils nous ont dit « ces accords sont morts ». Mais les Israéliens ont signé ces accords. Et c'est pourquoi nous voulons qu'ils mettent en œuvre les résolutions de l'ONU avant de signer un accord. Près de 45 ans après sa disparition, Gamal Abdel Nasser reste encore pour beaucoup l'une des figures de proue du monde arabe et un des principaux acteurs des combats de ce que l'on a appelé le tiers-monde. Même si son nom continue de susciter colère et dénigrement chez les frères musulmans, pour des millions d'Égyptiens, il inspire plutôt la fierté et la nostalgie d'une époque un peu plus glorieuse sur le plan international. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Gamal Abdel Nasser. Nous vivions ensemble sans haine. C'est un fait connu. Et je pense que certaines personnes l'ont oublié. Les Juifs sont nos cousins. Et Moïse est né en Égypte. Les Juifs ont toujours vécu dans de bonnes conditions. Donc, pourquoi les musulmans, les chrétiens, les arabes et les juifs ne pourraient-ils pas vivre ensemble ? Fin 1954. Le climat au sein des officiers libres qui ont renversé la monarchie en Égypte et envoyé le roi Farouk en exil n'est plus des plus sereins. Entre Gamal Abdel Nasser et le général Naguib, qu'ils avaient installé aux affaires le 23 juillet 1952, la rivalité a atteint des sommets. Naguib, soutenu par Khaled Mohyedine, prône le retour aux casernes des militaires et le rétablissement du parlementarisme, alors que Nasser estime que la révolution n'est pas assez avancée et qu'une restauration prématurée des libertés démocratiques saperait les efforts faits et apportés par la révolution. La crise prend une tournure conflictuelle le 24 février 1954, lorsque le général Naguib se voit refuser le droit de veto qu'il exige au Conseil de la Révolution. Naguib démissionne. Mais 2 jours plus tard, Gamal Abdel Nasser est contraint sous la pression à la fois de la rue, mais également de certains officiers du parti Wafd, des frères musulmans, mais surtout des blindés de Khaled Mohyedine, l'un des officiers libres, de le rappeler. La partie semble perdue pour Nasser à cet instant-là, même si, au terme d'un compromis, Naguib fait de lui son premier ministre. Il ne va pas garder ce poste bien longtemps puisqu'il y renonce quelques mois seulement plus tard. Pas pour se retirer du jeu politique, non, mais pour organiser sa riposte. De manœuvre en manœuvre, Nasser tisse sa toile, jusqu'à cet attentat manqué contre lui, orchestré par les frères musulmans. Le raïs n'a pas été touché, et tout de suite, il reprend la parole. Cet attentat auquel Nasser a survécu va lui donner le moyen d'en finir à la fois avec les frères musulmans qui ont tenté de l'assassiner, mais également avec le général Naguib, l'un de leurs soutiens. Quelque temps seulement après, alors que des investigations montrent que Naguib a soutenu les frères musulmans, ou qu'il aurait promis de les soutenir s'ils arrivaient au pouvoir, le vieux général jette l'éponge le 14 novembre 1954. General Naguib, one-time strongman of Egypt, leaves Abdin Palace, having been relieved of the presidency. Le général Naguib, un temps un homme puissant en Égypte, quitte le palais présidentiel après avoir été déchu de la présidence. Naguib, l'homme qui mena la révolte contre Farouk, avait déjà perdu le même poste il y a 9 mois quand son rival, le colonel Nasser, prit le pouvoir. Mais grâce à l'appui des officiers, Naguib redevint président. Il semble que cette fois-ci, il a été démis de ses fonctions pour de bon. Pendant ce temps,
Mahmoud Abdel Latif, est jugé pour la tentative d'assassinat du colonel Nasser. L'homme est un membre des Frères musulmans, l'organisation dont le QG a été réduit en cendres par une foule en colère. On dit que Naguib aurait collaboré avec les Frères musulmans dont le but est de destituer Nasser. Certains membres sont actuellement en prison. D'après le Cairo Report, ces hommes comptaient assassiner les proches de Nasser et, avec Naguib, prendre le contrôle du pays. Le colonel Nasser est maintenant plus puissant que jamais. L'arrestation de Naguib l'a installé encore plus confortablement au pouvoir. Naguib, par contre, ne sera pas jugé et son futur est des plus incertains. Gamal Abdel Nasser est désormais le seul capitaine à bord du bateau Égypte. Même s'il laisse vacant le poste de président de la République, il assure au sein du Conseil de la Pollution toutes les responsabilités. Fin 1954. Gamal Abdel Nasser, qui a démissionné de l'armée et renoncé à l'uniforme, dispose désormais de tous les pouvoirs, de tous les moyens d'information, de tous les moyens de pression de l'appareil d'État et de production. Son pouvoir s'appuie sur l'armée qu'il a finalement maîtrisée, sur une bonne partie de la paysannerie dont la réforme agraire a légèrement amélioré le niveau de vie, surtout par les dispositions baissant les taux de loyer, mais aussi sur la majorité du monde ouvrier en formation et bientôt sur la nouvelle classe formée à la fois de fonctionnaires bien nantis, de petits industriels substitués aux riches syriens et libanais et d'officiers démobilisés et placés aux postes clés de l'économie. Du 18 au 24 avril 1955, ils sont 29 à s'être donné rendez-vous à Bandung, en Indonésie. 29 pays qui ont répondu à l'invitation de Sukarno, le leader indonésien. Le but, réunir pour la première fois les pays du tiers-monde dans un contexte de guerre froide où il faut appartenir à l'un ou l'autre bloc, l'Est ou l'Ouest. Conscients de leur poids, ces nations du Sud veulent choisir une autre voie, le non-alignement à ces idéologies. Ils sont là, tous réunis, les plus importants leaders de ce monde en dehors du partage Est-Ouest. Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Nehru d'Inde, Zhou Enlai de Chine. Sukarno Lotz prend la parole pour planter le décor. This is the first intercontinental conference of colored peoples. C'est la première conférence intercontinentale de gens de couleur dans l'histoire de l'humanité. I am proud that my country is your host. Je suis fier que mon pays soit votre hôte. It is a new departure in the history of the world. C'est un nouveau départ pour l'histoire du monde. Les leaders de l'Afrique et de l'Asie peuvent se rencontrer dans leur propre pays pour discuter et délibérer de leurs problèmes communs. En dépit de la diversité parmi ces participants, laissons cette conférence devenir un grand succès. This conference be a great success. Yes, there is diversity among Oui, us. il y a de la diversité parmi nous. Who denies it? Qui dit le contraire? Small and great Petites et nations grandes are nations sont represented représentées ici, with people avec des gens from appartenant à toutes les religions, bouddhisme, islam, christianisme, hindouisme et les autres. Presque tous les systèmes politiques également, démocratie, monarchie, théocratie, certains avec des variantes. Et pratiquement toutes les doctrines économiques sont représentées dans ce hall. Capitalisme, socialisme, communisme dans toutes leurs variantes et combinaisons. Mais encore une fois, nous sommes peut-être dans la diversité, mais aussi dans l'unité et le désir. Cette conférence n'est pas pour nous opposer les uns aux autres. C'est une conférence fraternelle. Nasser découvre le tiers-monde aux côtés de Zhou Enlai de Chine et de Nehru d'Égypte. Il va même parler lors de ce sommet contre le colonialisme et pour la neutralité. À son retour au Caire, il va connaître son premier véritable bain de foule. Il est largement acclamé. Mais c'est un autre événement qui va renforcer sa popularité auprès de son peuple. Tout commence en fait en ce mois de février 1955, lorsque l'armée israélienne effectue un raid de représailles pour venger la mort d'un Israélien tué par les Fédayines venus de la bande de Gaza.
L'opération, montée par Moshe Dayan et confiée à la brigade de parachutistes commandée par le lieutenant-colonel Ariel Sharon, va montrer un peu plus à Nasser l'infériorité de son armée. Il lui faut des armes. Il faut à tout prix renforcer la puissance de cette armée pour rétablir l'équilibre avec Tsahal. Il se tourne alors vers l'ouest. Refus de Washington et de Londres qui le boudent depuis son voyage à Bagdad et à Bandung. Alors, Nasser annonce à la surprise de tous, lors d'une modeste exposition de photos au Caire, qu'il vient de conclure un marché de fourniture d'armes avec la Tchécoslovaquie. Véritable coup de tonnerre à Londres, Paris et Washington, où ils avaient essayé de s'approvisionner. Prague livrera les armes, mais en fait, elle n'est que l'intermédiaire puisque c'est l'URSS qui donnera une centaine d'avions de chasse et autant de chars d'assaut. Ceci contre du riz et du coton. C'est la colère à Washington où le secrétaire d'État Foster Dulles exprime le mécontentement de son pays. L'affaire se complique avec l'annulation du prêt que les Anglo-Américains avaient consenti au Caire pour la construction du haut barrage d'Assouan. Cet ouvrage était l'un des plus importants projets de Nasser puisqu'il devait permettre à l'Égypte de se doter d'un barrage afin de protéger les terres agricoles des crues du Nil et de produire de l'électricité. La décision de suspendre les fonds, Nasser va d'ailleurs la prendre par une voie non officielle lors d'une conférence tenue à Brioni entre Nehru d'Inde, le maréchal Tito et lui-même. Sa réaction est foudroyante. Et dans un discours tonitruant, il annonce le 26 juillet 1956 à Alexandrie la nationalisation de la compagnie du canal de Suez. À l'instant où je vous parle, les fils de l'Égypte prennent possession de la compagnie du canal, la compagnie égyptienne du canal, et pas la compagnie étrangère du canal. Le canal qui se trouve en terre d'Égypte, le canal qui traverse la terre d'Égypte, le canal qui est la propriété de l'Égypte. Que Dieu vous guide vers le succès et que sa paix soit sur vous. La nationalisation de cette voie commerciale vitale, alors détenue à 44% par l'économie franco-britannique, est un coup dur pour les Européens. La compagnie riposte par le retrait de ses techniciens britanniques et français. Ils sont remplacés par d'autres, fournis par les pays non alignés, l'Inde en particulier. Le Premier ministre britannique, Anthony Eden, convaincu par ses services du MI6 que Nasser veut se rapprocher de Moscou, tente alors de convaincre l'opinion publique de la nécessité d'une guerre contre l'Égypte. Il fait pour cela appel au patriotisme hérité de la Seconde Guerre mondiale en comparant la nationalisation du canal par Nasser au nationalisme de Mussolini et d'Hitler 20 ans auparavant. La stratégie ne prend pas vraiment aux yeux de l'opinion britannique. Eden déclare qu'une démonstration de force est nécessaire afin de dissuader Nasser de faire de l'Égypte une nouvelle menace militaire et le fait passer pour le Mussolini du Nil. Le canal de Suez, jamais loin de l'actualité, revient sur le devant de la scène, alors que le Premier ministre égyptien annonce sans prévenir que son pays le gérera désormais. Les profits seront utilisés pour terminer le Swindon, un projet que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont récemment refusé de financer. La Grande-Bretagne décida il y a 2 ans que le canal deviendrait la propriété de l'Égypte en 1968. Monsieur Anthony Eden signa pour la Grande-Bretagne et Nasser pour l'Égypte. Mais Nasser vient de rompre l'accord et le canal sera, d'après lui, nationalisé. Les actionnaires seront payés au prix actuel du marché et les 36 millions de livres de profit annuels reviendront à l'Égypte. Vue de France, la ligne anticolonialiste, anti-impérialiste, tiers-mondiste, socialiste, nationaliste et panarabe de Nasser apparaît comme une menace. Le FLN, le Front de libération nationale algérien, en lutte armée contre la France depuis 2 ans, a son siège au Caire et reçoit de l'Égypte une aide matérielle, notamment des armes et un soutien moral important. Guy Mollet, le chef du gouvernement français, est acquis à la cause de l'Algérie française et du soutien à Israël. Dans un premier temps, les agents des services secrets français vont tenter de manipuler les frères musulmans pour éliminer Nasser. Chou blanc. Ils vont ensuite essayer le coup du poison administré par un officier égyptien et un de leurs informateurs. Ça ne marche toujours pas.
Des projets d'assassinat sont également élaborés du côté britannique, mais tous échouent, notamment à cause de l'aide du KGB. Les premières rétorsions de la Grande-Bretagne, réticente d'abord au conflit militaire pour ne pas compromettre leurs liens privilégiés avec le monde arabe, sont le gel de certains avoirs égyptiens à l'étranger, puis le départ des pilotes européens expérimentés du canal. Par ailleurs, dès le 28 juillet, une radio clandestine se met à émettre en arabe sur une fréquence très proche de la voix des Arabes et produit une critique en règle de Nasser présenté comme une marionnette des soviétiques trahissant la nation arabe et faisant le jeu du sionisme. Le repérage goniométrique montrera qu'elle émet depuis la région parisienne. Le Premier ministre australien s'implique lui aussi dans la diplomatie. And the answer to our proposals after long arguments, detailed arguments. Après de longues discussions, des discussions détaillées, voici la réponse à notre proposition. L'Égypte refuse d'accepter une solution pacifique à la crise du canal qui ne laissera pas le pays comme seul maître du canal de Suez. L'Égypte ne veut être assujettie qu'à la Convention de 1888 qui garantit la liberté de circulation. Cette liberté pourrait bien entendu être remise en cause très facilement par l'appareil politique, celui-là même que nous avons cherché à éviter par la mise en place d'un contrôle non politique. En réalité, la diplomatie n'est pas vraiment la solution privilégiée par les puissances occidentales. Un accord secret est signé entre la France, le Royaume-Uni et Israël à Sèvres. Leur objectif est alors de renverser Nasser et de récupérer le canal. Le protocole de Sèvres, c'est comme ça que ça s'appelle, stipule « L'État hébreu attaquera l'Égypte le 29 octobre 1956 dans la soirée et foncera vers le canal de Suez. Profitant de cette agression surprise, Londres et Paris lanceront le lendemain un ultimatum aux deux belligérants pour qu'ils se retirent de la zone du canal. Si l'Égypte ne se plie pas aux injonctions, les troupes franco-britanniques entreront en action le 31 octobre. » Fin de citation. Cet accord, qui devait rester secret, établit le rôle de chaque partie. Les alliés s'accordent pour qu'Israël s'engage militairement contre l'Égypte, laissant le soin à la France et au Royaume-Uni d'intervenir ensuite, en demandant aux deux belligérants de retirer leurs troupes des rives du canal, puis en menant une intervention militaire franco-britannique sur Port Saïd. C'est l'opération Mousquetaire. Ici, Jérusalem. Au cours de ces dernières 24 heures, les Israéliens ont eu à affronter l'ennemi sur mer et dans les airs. Ce matin, 2 chasseurs à réaction égyptiens, un MiG et un Vampire, ont été abattus au cours d'un engagement aérien. Ce qui porte, au moment où nous émettons, à 7 le nombre des avions égyptiens descendus depuis hier soir. Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Héliopolis. Il est exactement 22h du Caire du 31 octobre 1956. En ce moment, les bombes incendiaires qui ont précédé le lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge des incendies. Le 9 octobre 1956. Israël envahit la bande de Gaza et le Sinaï et atteint rapidement la zone du canal. Comme convenu, lors de l'accord de Sèvres, le Royaume-Uni et la France lancent un ultimatum aux belligérants leur enjoignant de se retirer chacun à plus de 15 km du canal. Nasser, dont la décision de nationalisation du canal avait été accueillie avec enthousiasme par la population égyptienne, rejette l'ultimatum et donne ainsi un prétexte aux forces européennes de s'allier à Israël pour reprendre le contrôle du canal et renverser le régime en place. Le 31 octobre 1956, la France et le Royaume-Uni entament une vague de bombardements sur l'Égypte afin de forcer la réouverture du canal. Bombardant les aérodromes militaires, ils détruisent notamment au sol plus de 260 avions égyptiens. Mais ces frappes suffiront-elles à faire plier le régime de Nasser? Parviendront-elles à faire récupérer le canal de Suez? Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, pour en parler dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Gamal Abdel Nasser. Le Raïs est cette fois-ci directement confronté à des forces extérieures. Comment va-t-il s'en sortir? À très vite pour en parler, dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Bonjour. Les archives d'Afrique à la
Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. À l'instant où je vous parle, les fils de l'Égypte prennent possession de la compagnie du canal, la compagnie égyptienne du canal, et pas la compagnie étrangère du canal. Le canal qui se trouve en terre d'Égypte, le canal qui traverse la terre d'Égypte, le canal qui est la propriété de l'Égypte. Que Dieu vous guide vers le succès et que sa paix soit sur vous. Gamal Abdel Nasser a décidé la nationalisation du canal de Suez. Vexé par la décision de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique d'annuler le crédit qui devait lui permettre la construction du haut barrage d'Assouan, l'un de ses plus importants projets qui devait permettre à l'Égypte de se doter d'un barrage afin de protéger les terres agricoles des crues du Nil et de produire de l'électricité. Une décision unilatérale saluée par tout le peuple égyptien qui va susciter contre lui la colère franco-britannique qui décide de renverser celui qui vient d'être plébiscité comme président de l'Égypte. Après avoir renversé la monarchie de Farouk et écarté Naguib, qu'il avait installé au pouvoir, le Big Bashi, le colonel, doit faire face maintenant aux puissances occidentales qui ne lui pardonnent pas cet affront, cette audace. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Gamal Abdel Nasser. Cette décision unilatérale de Nasser de nationaliser le canal de Suez, les puissances occidentales ont décidé de la sanctionner, de punir son auteur et de reprendre le contrôle de ce passage hautement stratégique. On n'en est plus à la diplomatie, c'est l'heure de la guerre. Et pour cela, les Britanniques et les Français ont conclu dans le plus grand secret une alliance avec Israël pour déstabiliser le régime de Nasser et reprendre le contrôle du canal. Le protocole de Sèvres. Gamal Abdel Nasser. L'Égypte a toujours déclaré qu'elle se battra pour défendre sa souveraineté. Oui, citoyens, nous combattrons cette injustice qui viole notre liberté. Nous combattrons, mes frères, au nom de la liberté de l'Égypte et de la liberté du peuple égyptien. Après les tentatives d'assassinat manquées contre le raïs égyptien, contre l'avis de l'opinion internationale, la France et la Grande-Bretagne préparent une opération militaire d'envergure. La mission est de reprendre le contrôle du canal de Suez. Le plan, nom de code, Terrapin. Il prévoit également une offensive israélienne contre l'Égypte qui débute le 29 octobre 1956. Gamal Abdel Nasser. Citoyens, que Dieu vous bénisse. Je vous renouvelle ma promesse de résister là où mes devoirs m'appellent à résister et de me battre là où mes principes me requièrent de me battre. Que Dieu vous protège et protège l'Égypte pour nous et après nous. Le 1er novembre 1956, les Alliés repoussent la résolution de l'ONU. Malgré la mise en garde des Nations Unies, les États-Unis et l'URSS, la deuxième phase suit à partir du 5 novembre par une opération aéroportée baptisée Amilcar. Une des plus grandes réalisations humaines, créée par un Français pour servir de trait d'union entre les peuples, menace aujourd'hui la paix du monde par la faute de Nasser. Je prends le canal de Suez, annonçait-il triomphalement le 26 juillet dernier. Depuis lors, de nombreuses conférences internationales ont eu lieu. On a discuté, ergoté, Nasser est resté maître de Suez. Et soudain, on apprend que d'importantes forces israéliennes ont pénétré en territoire égyptien. Le conflit qui couvait depuis longtemps entre Israël et l'Égypte vient d'éclater. La France et l'Angleterre prennent aussitôt leurs dispositions pour intervenir. Tandis que se met en place un important dispositif militaire, un ultimatum est lancé aux Israéliens et aux Égyptiens pour que les combats ne s'étendent pas à la zone du canal de Suez. Devant l'ONU, le conflit égyptien opère des renversements de situation inattendus. C'est la première fois que l'on voit le délégué américain Cabot Lodge d'accord avec le délégué soviétique pour condamner une initiative franco-britannique. Au moment où l'armée israélienne s'empare de la presqu'île de Sinaï et atteint le canal de Suez, une mise en garde très ferme de l'Union soviétique stoppe l'offensive. After weeks
La crise du canal de Suez fait un retour dramatique dans l'actualité après des semaines de calme plat. Israël vient d'envahir l'Égypte. La Grande-Bretagne et la France ont déclaré le canal en danger et leurs troupes sont d'ores et déjà en route. L'État d'Israël, qui a été depuis sa création le théâtre d'affrontements sporadiques, explique le contexte crise. Même les écoles situées dans des colonies près de la frontière ont appris depuis de nombreuses années à vivre avec l'idée que la mort pourrait arriver à tout instant. Toutes les 2 ou 3 semaines, les activités des fermiers sont interrompues par des affrontements dont les deux côtés sont coupables. Pendant ce temps, le pouvoir grandissant du régime égyptien, qui a destitué Farouk, se fait de plus en plus apparent. Les nations occidentales, le canal de Suez en tête, observent les événements avec inquiétude. Pour son approvisionnement en armes, l'Égypte s'est tournée vers l'Est. Sapirov, le ministre des Affaires étrangères russe, a trouvé en Nasser l'acheteur parfait. Le danger d'une explosion se fait de plus en plus pressant. Enfin, Israël attaque sans prévenir. On ordonne aux tanks de démarrer leur route. Les Israéliens traversent facilement la frontière alors que le Premier ministre annonce la mobilisation générale des troupes. En quelques heures seulement, les premières colonnes israéliennes arrivent près du canal. La France et la Grande-Bretagne réagissent immédiatement par un ultimatum. Arrêtez de vous battre ou nous intervenons. Israël acceptera si l'Égypte fait de même. Mais cette dernière refuse, et c'est maintenant le monde qui attend de savoir si le drapeau britannique se dressera encore une fois au-dessus du canal de Suez. Israël doit se replier sur ses frontières de 1949. L'URSS menace la France, le Royaume-Uni et Israël d'une riposte nucléaire. L'OTAN rappelle aux Soviétiques qu'elle riposterait en ce cas. Les États-Unis, passifs jusque-là, exigent le retrait des forces occidentales pour désamorcer la crise. Ils font également monter la pression contre le gouvernement britannique en lançant une attaque monétaire contre la livre sterling et envoient leurs forces navales et aériennes interférer dans le dispositif franco-britannique. Un contournant situé au-dessus du canal de Suez, près d'El Fadem, a été touché par le tanker libérien World Peace. Une partie du pont s'est retrouvée sur le bateau, ce qui a causé le blocage du canal de Suez pendant 3 jours. Les travaux de libération du bateau ont commencé immédiatement avec l'aide du capitaine. L'accident a également bloqué plusieurs personnes du mauvais côté du canal, alors qu'une armée d'ouvriers s'efforçait à rétablir la situation. Le pont, construit par les Britanniques, a maintenant été enlevé. Le trafic du canal est désormais rétabli, après ce que l'on peut qualifier de blocage historique. L'Assemblée générale des Nations unies, réunie en session extraordinaire d'urgence du 2 au 10 novembre 1956, adopte des résolutions prévoyant l'intervention de la FUNU, la force d'urgence des Nations unies, dont le but est de remplacer les forces franco-britanniques à partir du 15 novembre 1956 afin de restaurer la paix. C'est en réalité la première opération multilatérale des Nations unies qualifiée de première génération. C'est la naissance des casques bleus. Le ministre canadien des Affaires extérieures de l'époque, Lester Pearson, a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 1957 pour le rôle qu'il a joué dans l'apaisement de la crise de Suez, ainsi que pour son initiative de déployer une force onusienne neutre entre les parties belligérantes. Sous la pression du monde entier, le Royaume-Uni puis la France sont contraints d'accepter un cessez-le-feu. Les troupes de l'ONU débarquent le 27 novembre 1956. Le 22 décembre, la force d'intervention quitte l'Égypte. La nationalisation du canal par Nasser, qui datait de la fin juillet, avait amené l'Angleterre à proclamer l'état d'extrême urgence. La tension n'avait cessé de monter entre l'Égypte et les deux nations intéressées à l'exploitation du canal, la Grande-Bretagne et la France. La France et l'Angleterre passent à l'offensive pour occuper elles-mêmes cette zone. Les unités d'assaut s'empareront rapidement de Port Fouad et de Port Saïd. Nous sommes en vue des côtes égyptiennes, mardi 6 novembre, le jour vient de se lever et à LMC, un bateau d'assaut vient se ranger le long de notre bâtiment avec les parachutistes de la Légion étrangère. Je vais passer sur ce bateau et nous allons débarquer sur une plage de Port Fouad. À Port Fouad, le combat continue sur la rive opposée, sur la rive de Port Saïd. Nous sommes en vue des côtes égyptiennes et déjà au loin, nous entendons tonner les canons anglais. Finalement, cette guerre éclair a fait pas mal de victimes.
11 Français et 22 Britanniques sont tués. 130 soldats blessés, dont 33 Français. On estime que les pertes égyptiennes, essentiellement civiles, s'établissent entre 750 et 1000 morts dans la zone du canal. Les Israéliens, de leur côté, ont eu 176 tués et un prisonnier. Après la guerre, la communauté juive d'Égypte, estimée à 75 000 personnes, présente depuis plus de 25 siècles, quitte le pays. Le 23 novembre 1956, une proclamation du ministère des Affaires religieuses lue dans toutes les mosquées affirme, je cite, « Tous les juifs sont des sionistes et des ennemis de l'État » et promet leur expulsion prochaine. Des milliers de juifs se voient forcés à quitter le pays avec une seule valise après que leurs biens aient été confisqués par le gouvernement égyptien. Mais le grand vainqueur de cette guerre, c'est paradoxalement celui qui a perdu sur le terrain militaire. Gamal Abdel Nasser est devenu aux yeux de son peuple le défenseur de la dignité égyptienne puis arabe. Il est désormais adulé par tout un peuple, surtout qu'il a fait revenir de son exil Khaled Mouyeddine qui désormais a retrouvé sa place auprès de lui. Fini les fâcheries qui l'ont poussé à quitter le pays. Le coup du canal de Suez lui a donné une vraie stature. Le canal de Suez est rouvert le 8 avril 1957. Le héros de Suez a su transformer sa défaite militaire en victoire populaire. Il a gagné également en prestige dans le monde arabe. Surtout qu'en octobre 1957, une unité de l'armée égyptienne a débarqué en Syrie pour affirmer sa solidarité avec les forces syriennes menacées par une concentration de troupes turques à sa frontière. Une action symbolique qui est également un message au roi Saoud d'Arabie Saoudite qui manœuvre pour réconcilier Damas avec Washington. Ce geste est un premier pas vers ce qui va se matérialiser quelques mois plus tard. Les deux chefs d'État, le président Gamal Abdel Nasser et le président Choukri El Kouati, ont quitté le palais de Koubé pour gagner la capitale. Sur tout le parcours, une foule dont l'enthousiasme, entretenu depuis le début de la matinée par les hymnes et les commentaires enflammés de la radio égyptienne, les acclame. Les deux chefs d'État arrivent au palais de la présidence du Conseil. Ils pénètrent dans l'enceinte et c'est là que va se dérouler maintenant la signature du document portant création de la République unie arabe, c'est-à-dire la fusion de la Syrie et de l'Égypte en un seul État. Les deux présidents signent les premiers au bas des documents. Ils sont suivis par les membres de leur gouvernement. 22 février 1958. C'est la proclamation de la création de la RAU, la République arabe unie née de la fusion de l'Égypte et de la Syrie. تلتقي فيه جمهورية مصر مع جمهورية سوريا. Ce jour où s'unissent la République égyptienne et la République syrienne pour faire une République arabe unifiée, ce jour est un des jours de la vie dont on a tout lieu de se glorifier à jamais. Aujourd'hui, le peuple arabe en Syrie et le peuple arabe en Égypte déclarent leur décision et proclament le nouvel État, un grand État, la nouvelle République arabe unifiée. Cette union, ou plutôt cette fusion, a été approuvée par référendum organisé dans les deux pays à plus de 99% des suffrages dans chacun des États. Si au début, Nasser a manifesté une certaine prudence, c'est parce qu'il redoutait l'instabilité et la complexité de la vie politique syrienne. Il redoutait également la réaction des grandes puissances occidentales. Mais il a surtout obtenu que cette fusion soit totale, et non une union fédérale comme le souhaitait le parti Baas, ce qui naturellement impliquait la dissolution des partis politiques syriens. Tous. Nasser va mater sans pitié les communistes syriens.
Beaucoup sont d'ailleurs limogés de leurs fonctions officielles. À ce moment-là, le panarabisme est l'idéologie dominante dans le monde arabe. Et la majorité des habitants de la région considèrent Nasser comme son représentant incontesté. Il faut dire que cette option lui ouvre la voie à 80 millions de frères, de Casablanca à Aden. Rester indépendant des blocs qui divisent le monde, c'est difficile. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Surtout que Nasser doit faire face aux communistes qui, dans son pays, sont de plus en plus actifs contre son régime. Il n'accepte absolument pas que ces activistes se mettent en travers de son chemin, qu'ils perturbent ses visées panarabes. Entre le Raïs et certains régimes de la sous-région, le climat est loin d'être cordial. En Syrie aussi, la répression contre certains communistes renforce l'opposition contre lui. Va-t-il résister à cette coalition qui s'organise? La République arabe unie va-t-elle résister à ce positionnement, mais surtout à sa très grande liberté? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Gamal Abdel Nasser. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site du RFI ou sur l'application Archives d'Afrique que vous pouvez télécharger gratuitement sur iTunes ou sur Google Play. Dans un instant, une nouvelle édition.